Lu et signé. Lu et signé. Lu Et signé. Lu, lu lu et signé. lu Lu et signé. lu et signé. La Rose rouge, Alexandre Dumas, 1831. Celui qui, dans la soirée du 15 décembre 93, serait parti de la petite ville de Clisson pour se rendre au village de Saint-Crépin et se serait arrêté sur la crête de la montagne au pied de laquelle coule la rivière de la Moine, aurait vu de l'autre côté de la vallée un étrange spectacle. D'abord, à l'endroit où sa vue aurait cherché le village perdu dans les arbres, au milieu d'un horizon déjà assombri par le crépuscule, il eut aperçu 3 ou 4 colonnes de fumée qui, isolées à leur base, se joignaient en s'élargissant, se balançaient un instant comme un dôme bruni et, cédant mollement à un vent humide d'ouest, roulaient dans cette direction, confondus avec les nuages d'un ciel bas et brumeux. Il eut vu cette base rougir lentement, puis toute fumée cesser, et, des toits des maisons, des langues de feu aigus s'élancer à leur place, avec un frémissement sourd, tantôt se tordant en spirale, tantôt se courbant et se relevant comme le mât d'un vaisseau. Il lui eût semblé que bientôt toutes les fenêtres s'ouvraient pour vomir du feu. De temps en temps, quand un toit s'enfonçait, il eût entendu un bruit sourd. Il eût distingué une flamme plus vive, mêlée de milliers d'étincelles. Et, à la lueur sanglante de l'incendie s'agrandissant, des armes luire, un cercle de soldats s'étendre au loin. Il eût entendu des cris et des rires, et il eût dit avec terreur « Dieu me pardonne, c'est une armée qui se chauffe avec un village. » Effectivement, une brigade républicaine de 12 ou 1500 hommes avait trouvé le village de Saint-Crépin abandonné et y avait mis le feu. Ce n'était point une cruauté, mais un moyen de guerre, un plan de campagne comme un autre. L'expérience prouva qu'il était le seul qui fût bon. Cependant, une chaumière isolée ne brûlait pas. On semblait même avoir pris toutes les précautions nécessaires pour que le feu ne pût l'atteindre. 2 sentinelles veillaient à la porte, et à chaque instant, des officiers d'ordonnance, des aides de camp entraient, puis bientôt sortaient pour porter des ordres. Celui qui donnait ces ordres était un jeune homme qui paraissait âgé de 20 à 22 ans. De longs cheveux blonds, séparés sur le front, tombaient en ondulant de chaque côté de ses joues blanches et maigres. Toute sa figure portait l'empreinte de cette tristesse fatale qui s'attache au front de ceux qui doivent mourir jeunes. Son manteau bleu, en l'enveloppant, ne le cachait pas si bien qu'il ne laissât apercevoir les signes de son grade. 2 épaulettes de général. Seulement, ces épaulettes étaient de laine, les officiers républicains ayant fait à la Convention l'offrande patriotique de tout l'or de leurs habits. Il était courbé sur une table, une carte géographique était déroulée sous ses yeux. Et il y traçait, au crayon, à la clarté d'une lampe qui s'effaçait elle-même devant la lueur de l'incendie, la route que ses soldats allaient suivre. C'était le général Marceau, qui 3 ans plus tard devait être tué à Alternkirchen. « Alexandre, dit-il en se relevant à demi, Alexandre, éternel dormeur, rêves-tu de Saint-Domingue que tu dors si longtemps ? Qu'y a-t-il ? Dit en se levant tout debout et en sursaut celui auquel il s'adressait, et dont la tête toucha presque le plafond de la cabane. Qu'y a-t-il ? Est-ce l'ennemi qui nous vient ? Et ces paroles furent dites avec un léger accent créole qui leur conservait de la douceur, même au milieu de la menace. Non,
mais un ordre du général en chef Westermann qui nous arrive. » Et pendant que son collègue lisait cet ordre, car celui qui l'avait apostrophé était son collègue, Marceau regardait avec une curiosité d'enfant les formes musculeuses de l'Hercule mulâtre qu'il avait devant les yeux. C'était un homme de 28 ans, aux cheveux crépus et courts, au teint brun, au front découvert et aux dents blanches, dont la force presque surnaturelle était connue de toute l'armée, qui lui avait vu, dans un jour de bataille, fendre un casque jusqu'à la cuirasse et, un jour de parade, étouffer entre ses jambes un cheval fougueux qui l'emportait. Celui-là n'avait pas longtemps à vivre non plus, mais, moins heureux que Marceau, il devait mourir loin du champ de bataille, empoisonné par l'ordre d'un roi. C'était le général Alexandre Dumas. C'était mon père. « Qui t'a apporté cet ordre ?» dit-il. « Le représentant du peuple, Delmar. »« C'est bien. Et où doivent se rassembler ces pauvres diables ? » ?»« Dans un bois, à 1 lieue et demie d'ici. Vois sur la carte, c'est là. »« Oui, mais sur la carte, il n'y a pas les ravins, les montagnes, les arbres coupés, les 1000 chemins qui embarrassent la vraie route, où l'on a peine à se reconnaître, même dans le jour. Infernal pays. Avec cela, qu'il y fait toujours froid. »« Tiens, » dit Marceau en poussant la porte du pied et en lui montrant le village en feu, « sors et tu te chaufferas. »« Hé, qu'est-ce cela, citoyen ?» Ces paroles étaient adressées à un groupe de soldats qui, en cherchant des vivres, avaient découvert, dans une espèce de chenil attenante à la chaumière où étaient les 2 généraux, un paysan vendéen qui paraissait tellement ivre qu'il était probable qu'il n'avait pu suivre les habitants du village lorsqu'ils l'avaient abandonné. Que le lecteur se figure un métayer à visage stupide, au grand chapeau, aux cheveux longs, à la veste grise, être ébauché à l'image de l'homme, espèce de degré au-dessous de la bête. Car il était évident que l'instinct manquait à cette masse. Marceau lui fit quelques questions. Le patois et le vin rendirent ses réponses inintelligibles. Il allait l'abandonner comme un jouet aux soldats lorsque le général Dumas donna brusquement l'ordre d'évacuer la chaumière et d'y enfermer le prisonnier. Il était encore à la porte, un soldat le poussa dans l'intérieur. Il alla en trébuchant s'appuyer contre le mur, chancela un instant en oscillant sur ses jambes demi-ployées, puis, tombant lourdement étendu, demeura sans mouvement. Un factionnaire resta devant la porte, et l'on ne prit pas même la peine de fermer la fenêtre. « Dans 1 heure, nous pourrons partir, » dit le général Dumas à Marceau. « Nous avons un guide. »« Lequel ? » ?»« Cet homme. »« Oui, si nous voulons nous mettre en route demain, soit. Il y a dans ce que ce drôle a bu du sommeil pour 24 heures. » Dumas sourit. « Viens, lui dit-il. » Et il le conduisit sous le hangar où le paysan avait été découvert. Une simple cloison le séparait de l'intérieur de la cabane. Encore était-elle sillonnée de fentes qui laissaient distinguer ce qui s'y passait, et avait dû permettre d'entendre jusqu'à la moindre parole des 2 généraux qui, un instant auparavant, s'y trouvaient. « Et maintenant, ajouta-t-il en baissant la voix, « regarde. » Marceau obéit, cédant à l'ascendant qu'exerçait sur lui son ami, même dans les choses habituelles de la vie. Il eut quelque peine à distinguer le prisonnier qui, par hasard, était tombé dans le coin le plus obscur de la chaumière. Il gisait encore à la même place, immobile. Marceau se retourna pour chercher son collègue. Il avait disparu. Lorsqu'il reporta ses regards dans la cabane, il lui sembla que celui qui l'habitait avait fait un léger mouvement. Sa tête était replacée dans une direction qui lui permettait d'embrasser d'un coup d'œil tout l'intérieur. Bientôt, il ouvrit les yeux avec le bâillement prolongé d'un homme qui s'éveille,
et il vit qu'il était seul. Un singulier éclair de joie et d'intelligence passa sur son visage. Dès lors, il fut évident pour Marceau qu'il eût été la dupe de cet homme, si un regard plus clairvoyant n'avait tout deviné. Il l'examina donc avec une nouvelle attention. Sa figure avait repris sa première expression. Ses yeux s'étaient refermés. Ses mouvements étaient ceux d'un homme qui se rendort. Dans l'un d'eux, il accrocha du pied la table légère qui soutenait la carte et l'ordre du général Westermann que Marceau avait rejeté sur cette table. Tout tomba pêle-mêle. Le soldat de faction entr'ouvrit la porte, avança la tête à ce bruit, vit ce qu'il avait causé et dit en riant à son camarade « C'est le citoyen qui rêve ». Cependant, celui-ci avait entendu ces paroles. Ses yeux s'étaient rouverts. Un regard de menace poursuivit un instant le soldat. Puis, d'un mouvement rapide, il saisit le papier sur lequel était écrit l'ordre et le cacha dans sa poitrine. Marceau retenait son souffle. Sa main droite semblait collée à la poignée de son sabre. Sa main gauche supportait avec son front tout le poids de son corps appuyé contre la cloison. L'objet de son attention était alors posé sur le côté. Bientôt, en s'aidant du coude et du genou, il s'avança lentement, toujours couché, vers l'entrée de la cabane. L'intervalle qui se trouvait entre le seuil et la porte lui permit d'apercevoir les jambes d'un groupe de soldats qui se tenaient devant. Alors, avec patience et lenteur, il se remit à ramper vers la fenêtre entr'ouverte. Puis, arrivé à 3 pieds d'elle, il chercha dans sa poitrine une arme qui y était cachée, ramassa son corps sur lui-même et d'un seul bond, d'un bond de jaguar, s'élança hors de la cabane. Marceau jeta un cri. Il n'avait eu le temps ni de prévoir ni d'empêcher cette fuite. Un autre cri répondit au sien. Celui-là était de malédiction. Le Vendéen, en tombant hors de la fenêtre, s'était trouvé face à face avec le général Dumas. Il avait voulu le frapper de son couteau, mais celui-ci, lui saisissant le poignet, l'avait ployé contre sa propre poitrine. Et il n'avait plus qu'à pousser pour que le Vendéen se poignardât lui-même. Je t'avais promis un guide, Marceau. En voici un, et intelligent, je l'espère. Je pourrais te faire fusiller, drôle, dit-il au paysan. Il m'est plus commode de te laisser vivre. Tu as entendu notre conversation, mais tu ne la reporteras pas à ceux qui t'ont envoyé. Citoyens, il s'adressait aux soldats que cette scène curieuse avait amenés. Que 2 de vous prennent chacun une main à cet homme et se placent avec lui à la tête de la colonne. Il sera notre guide. Si vous apercevez qu'il vous trompe, s'il fait un mouvement pour fuir, brûlez-lui la cervelle et jetez-le par-dessus la haie. Puis, quelques ordres donnés à voix basse allèrent agiter cette ligne rompue de soldats qui s'étendait alentour des cendres qui avaient été un village. Ces groupes s'allongèrent. Chaque peloton sembla se souder à l'autre. Une ligne noire se forma, descendit dans le long chemin creux qui sépare Saint-Crépin de Montfaucon, s'y emboîta comme une roue dans une ornière, et lorsque quelques minutes après, la lune passa entre 2 nuages et se réfléchit un instant sur ce ruban de baïonnettes qui glissait sans bruit, on eût cru voir ramper dans l'ombre un immense serpent noir à écailles d'acier. C'est une triste chose pour une armée qu'une marche de nuit. La guerre est belle par un beau jour, quand le ciel regarde la mêlée, quand les peuples se dressant alentour du champ de bataille comme au gradin d'un cirque, battent des mains aux vainqueurs, quand les sons frémissants des instruments de cuivre font tressaillir les fibres courageuses du cœur, quand la fumée de 1000 canons vous couvre d'un linceul, quand amis et ennemis sont là pour voir comme vous mourrez bien. C'est sublime. Mais la nuit,
Ignorez comment on vous attaque et comment vous vous défendez. Tombez sans voir qui vous frappe, ni d'où le coup part. Sentir ceux qui sont debout encore vous heurter du pied sans savoir qui vous êtes et marcher sur vous. Oh, alors on ne se pose pas comme un gladiateur. On se roule, on se tord, on mord la terre, on la déchire des ongles. C'est horrible. Voilà pourquoi cette armée marchait triste et silencieuse. C'est qu'elle savait que de chaque côté de sa route se prolongeaient de hautes haies, des champs entiers de genêts et d'ajoncs, et qu'au bout de ce chemin, il y avait un combat de nuit. Elle marchait depuis une demi-heure. De temps en temps, comme je l'ai déjà dit, un rayon de la lune filtrait entre deux nuages et laissait apercevoir, à la tête de cette colonne, le paysan qui servait de guide, l'oreille attentive au moindre bruit, et toujours surveillé par les 2 soldats qui marchaient à ses côtés. Parfois, on entendait sur les flancs un froissement de feuilles. La tête de la colonne s'arrêtait tout à coup. Plusieurs voix criaient « Qui vive !» Rien ne répondait. Et le paysan disait en riant « C'est un lièvre qui part du gîte !» Quelquefois, les 2 soldats croyaient voir devant eux s'agiter quelque chose qu'ils ne pouvaient distinguer. Ils se disaient l'un à l'autre « Regarde donc !» Et le Vendéen répondait « C'est votre ombre, marchons toujours !» Tout à coup, au détour du chemin, ils virent se dresser devant eux 2 hommes. Ils voulurent crier. L'un des soldats tomba sans avoir eu le temps de proférer une parole. L'autre chancela une seconde et n'eut que le temps de dire « À moi !» 20 coups de fusil partirent à l'instant. À la lueur de cet éclair, on put distinguer 3 hommes qui fuyaient. L'un d'eux chancela, se traîna un instant le long du talus, espérant atteindre l'autre côté de la haie. On courut à lui. Ce n'était pas le guide. On l'interrogea. Il ne répondit point. Un soldat lui perça le bras de sa baïonnette pour voir s'il était bien mort. Il l'était. Ce fut alors Marceau qui devint le guide. L'étude qu'il avait faite des localités lui laissait l'espoir de ne point s'égarer. Effectivement, après un quart d'heure de marche, on aperçut la masse noire de la forêt. Ce fut là que, selon l'avis qu'en avaient reçu les républicains, devaient se rassembler pour entendre une messe les habitants de quelques villages, les débris de plusieurs armées, 1800 hommes à peu près. Les 2 généraux séparèrent leurs petites troupes en plusieurs colonnes, avec ordre de cerner la forêt et de se diriger par toutes les routes qui tendraient au centre. On calcula qu'une demi-heure suffirait pour prendre les positions respectives. Un peloton s'arrêta à la route qui se trouvait en face de lui. Les autres s'étendirent en cercle sur les ailes. On entendit encore un instant le bruit cadencé de leurs pas qui allait s'affaiblissant. Il s'éteignit tout à fait et le silence s'établit. La demi-heure qui précède un combat passe vite. À peine si le soldat a le temps de voir si son fusil est bien amorcé et de dire aux camarades « J'ai 20 ou 30 francs dans le coin de mon sac. Si je meurs, tu les enverras à ma mère. » Le mot « en avant » retentit et chacun tressaillit, comme s'il ne s'y attendait pas. Au fur et à mesure qu'ils s'avançaient, il leur semblait que le carrefour qui forme le centre de la forêt était éclairé. En approchant, ils distinguèrent des torches qui flamboyaient. Bientôt, les objets devinrent plus distincts et un spectacle dont aucun d'eux n'avait l'idée s'offrit à leur vue. Sur un autel grossièrement représenté par quelques pierres amoncelées, le curé de Sainte-Marie de Ré disait une messe. Des vieillards entouraient l'autel, une torche à la main, et tout alentour, des femmes, des enfants priaient à 2 genoux.
Entre les républicains et ce groupe, une muraille d'hommes était placée. Et sur un front plus rétréci, présentait le même plan de bataille pour la défense que pour l'attaque. Il eût été évident qu'ils avaient été prévenus, quand même on n'eût pas reconnu, au premier rang, le guide qui avait fui. Maintenant, c'était un soldat vendéen, avec son costume complet, portant sur le côté gauche de la poitrine le cœur d'étoiles rouges qui servait de ralliement, et au chapeau, le mouchoir blanc qui remplaçait le panache. Les Vendéens n'attendirent pas qu'on les attaquât. Ils avaient répandu des tirailleurs dans les bois. Ils commencèrent la fusillade. Les républicains s'avancèrent l'arme au bras, sans tirer un coup de fusil, sans répondre aux feux réitérés de leurs ennemis, sans proférer d'autres paroles après chaque décharge que celle-ci. « Serrez les rangs, serrez les rangs !» Le prêtre n'avait pas achevé sa messe, et il continuait. Son auditoire semblait étranger à ce qui se passait, et demeurait à genoux. Les soldats républicains avançaient toujours. Quand ils furent à 30 pas de leurs ennemis, le premier rang se mit à genoux. 3 lignes de fusils s'abaissèrent comme des épis que le vent courbe. La fusillade éclata. On vit s'éclaircir les rangs vendéens, et quelques balles passant au travers allèrent jusqu'au pied de l'autel tuer des femmes et des enfants. Il y eut dans cette foule un instant de cris et de tumulte. Le prêtre leva Dieu. Les têtes se courbèrent jusqu'à terre, et tout rentra dans le silence. Les républicains firent leur seconde décharge à 10 pas, avec autant de calme qu'à une revue, avec autant de précision que devant une cible. Les Vendéens ripostèrent, puis ni les uns ni les autres n'eurent le temps de recharger leurs armes. C'était le tour de la baïonnette, et ici, tout l'avantage était aux républicains, régulièrement armés. Le prêtre disait toujours la messe. Les Vendéens reculèrent. Des rangs entiers tombaient sans autre bruit que des malédictions. Le prêtre s'en aperçut. Il fit un signe. Les torches s'éteignirent, le combat rentra dans l'obscurité. Ce ne fut plus alors qu'une scène de désordre et de carnage, où chacun frappa sans voir, avec rage, et mourut sans demander merci. Merci qu'on accorde guère quand on se la demande dans la même langue. Et cependant, ces mots « grâce, grâce » étaient prononcés d'une voix déchirante aux genoux de Marceau qui allait frapper. C'était un jeune Vendéen, un enfant sans armes, qui cherchait à sortir de cette horrible mêlée. « Grâce, grâce, disait-il, sauvez-moi, au nom du ciel, au nom de votre mère. » Le général l'entraîna à quelques pas du champ de bataille pour le soustraire au regard de ses soldats. Mais bientôt, il fut forcé de s'arrêter. Le jeune homme s'était évanoui. Cet excès de terreur l'étonna de la part d'un soldat. Il ne s'empressa pas moins de le secourir. Il ouvrit son habit pour lui donner de l'air. C'était une femme. Il n'y avait pas un instant à perdre. Les ordres de la Convention étaient précis. Tout Vendéen prit les armes à la main ou faisant partie d'un rassemblement, quel que fût son sexe ou son âge, devait périr sur l'échafaud. Il assit la jeune fille au pied d'un arbre, courut vers le champ de bataille. Parmi les morts, il distingua un jeune officier républicain, dont la taille lui parut être à peu près celle de l'inconnu. Il lui enleva promptement son uniforme et son chapeau et revint auprès d'elle. La fraîcheur de la nuit l'attira bientôt de son évanouissement. « Mon père, furent ses premiers mots. Puis elle se leva et appuya ses mains sur son front, comme pour y fixer ses idées. « Oh, c'est affreux. J'étais avec lui. Je l'ai abandonné. Mon père, il sera mort. » Notre jeune maîtresse, Mademoiselle Blanche, dit une tête qui parut tout à coup derrière l'arbre.
Le marquis de Beaulieu vit, il est sauvé. Vive le roi et la bonne cause !» Celui qui avait dit ces mots disparut comme une ombre. Mais cependant pas si vite que Marceau n'eut le temps de reconnaître le paysan de Saint-Crépin. « Tinguy, Tinguy !» s'écria la jeune fille, étendant ses bras vers le métayer. « Silence, un mot vous dénonce. Je ne pourrai pas vous sauver et je veux vous sauver, moi. Mettez cet habit et ce chapeau et attendez ici. » À suivre. À suivre.